Histoire de la nuit, 8 crimes parfaits, fleurs de tonnerre, nos espérances, le grêlé, l'étoile brisée, Cap Canaille, tu ne m'oublieras jamais, rêver des îles, Heather Mallender a disparu, la serpe, on n'a pas toujours du caviar, Limonov, en 1000, en 2000, sur les traces de nos peurs, une seconde vie, les mythes racontés par les peintres, Capital et idéologie, microfiction, les fleurs du mal, psychologie de la peur, 20 livres qui trônent sur ma table de chevet et que je lis de manière alternée. Curieuse et intéressée par trop de sujets, même si je vous l'accorde, on a quand même une large domination des polars et véritables affaires criminelles, je suis devenue une véritable fétichiste des livres. Le truc, c'est que je ne suis pas un robot et qu'il me faudrait 9 vies pour pouvoir lire tout ce que j'aimerais. J'ai eu beau essayer de prioriser, à une époque j'en avais quand même 35 sur ma table de nuit, mais rien n'y a fait. Je me suis même inventé un jeu de dés pour déterminer le livre à ouvrir en priorité, et j'ai renoncé finalement à n'en avoir que 4 ou 5 entamés à la fois. On me demande souvent comment je fais pour me rappeler de là où j'en suis dans chaque livre. C'est vrai, j'ai plutôt une bonne mémoire, et j'ai de la chance. Mais il est vrai aussi que je dois parfois relire certains passages. Au-delà de ceux de ma sélection du moment, ma bibliothèque est jonchée de livres entamés et jamais terminés. En attestent les nombreux marque-pages qui dépassent de tous ces livres dont le sujet m'intéresse, mais dans lesquels je n'ai jamais réussi à entrer vraiment. Par manque de stimulation de ma curiosité, par manque d'action, par manque d'intrigue. J'aime la découverte, mais je peux aussi vite me lasser s'il ne se passe rien qui vienne rompre la routine. Ma liste Netflix n'est guère mieux, avec notamment un grand nombre de séries ou de documentaires dont j'ai vu le premier, parfois le deuxième épisode, avant de les délaisser. La file d'attente de mon appli de podcast comprend 1953 épisodes. Je passe des heures à choisir ces émissions et séries, à feuilleter et à acheter des livres, plutôt qu'en lecture, écoute et visionnage. Et je prends énormément de plaisir à effectuer ces sélections de contenu. Qu'est-ce qu'il se cache derrière cette apparente dispersion ? Aurais-je peur de me retrouver sans distraction ? Aurait-on besoin d'être actif en permanence pour se sentir vivant ? Je ne le crois pas. Ennui ne signifie pas nécessairement inactivité. Alors, en quoi est-ce que la perspective de s'ennuyer peut-elle être angoissante ? Bienvenue dans Anti-Héroïne, votre podcast qui décortique les peurs ordinaires. La rentrée, son doux stress qui accompagne les moments de renouveau. Moments d'excitation teintés d'appréhension. Est-ce que je vais faire bonne impression ? Vais-je réussir à bien m'intégrer ? Est-ce que je vais pouvoir tenir le rythme ? Pourquoi les vacances et toutes les bonnes choses ont-elles une fin ? Je connais bien cet état. Rien que dans l'enfance, j'ai changé d'école 9 fois. Cette rentrée-là a pour moi une saveur particulière. Après la richesse mélancolique de cet été, le temps des grands changements est venu. Enfin, s'il y a bien une chose que j'ai du mal à supporter et à comprendre, c'est l'immobilisme des incertitudes, la stagnation dans le désenchantement, la passivité existentielle. Petite pause avant d'entrer dans le vif du sujet. L'enquête sur la peur d'Anti-Héroïne se nourrit de vos retours et des étoiles que vous donnez aux épisodes sur votre application de podcast. Alors n'hésitez pas à en mettre le plus possible et à suivre les actualités du podcast sur le compte Instagram antihéroïne.podcast. Je vous invite aussi à me proposer des sujets ou des témoignages pour de prochains épisodes. Merci pour votre soutien. La répétition m'angoisse à peu près autant qu'elle me rassure. Attachée à certains rituels, je me méfie pourtant de la routine. J'ai très peur de m'ennuyer. Pas au sens où je souffrirais d'un manque d'activité, de toute façon c'est rarement le cas. Le monde offre bien trop pour que je ne trouve pas à m'occuper, et de toute façon mon cerveau carbure en permanence. Non,
J'ai plutôt peur de m'ennuyer par manque d'intérêt pour quelque chose, pour un domaine que j'aurais épuisé ou une situation qui refuserait d'évoluer. Je pense que c'est d'ailleurs là la véritable source de mon comportement procrastinateur récurrent. Rompre l'ennui qui m'envahit à la perspective de me mettre à certaines tâches. Sans mouvement, il n'y a pas de vie. On cherche donc à échapper à l'ennui de la même manière qu'on refuse de penser à la mort. L'écrivain et aventurier Gérard Guerrier l'a bien dit dans un épisode précédent d'Anti-Héroïne. L'ennui, c'est l'antichambre de la mort, l'encéphalogramme presque plat. Je n'aime pas manger la même chose 2 fois de suite, dormir du même côté du lit, voir mes plantes toujours à la même place. Ça m'ennuie. J'ai beaucoup de difficultés à me concentrer longtemps, à écouter longuement quelqu'un sans penser à autre chose. Ça ne m'a pas trop posé de problème pendant mes études, car je trouvais toujours un moyen de rattraper ce que je n'avais pas écouté. Par contre, dans la vie quotidienne, c'est un peu plus compliqué. Je décroche assez vite en réunion si une personne se répète longuement. J'ai du mal à écouter quelqu'un en continu sans qu'un mot, une idée, ne me fasse partir ailleurs. J'en vexe plus d'un, mais c'est comme ça, je suis comme ça, et je fais ce que je peux face à l'ennui qui à tout moment peut surgir et m'emporter. Ce n'est pas l'adrénaline, mais la nouveauté, l'apprentissage, les expériences qui constituent mon moteur. Si j'aime autant les cold cases, ces affaires non résolues, c'est justement parce qu'à tout moment il peut y avoir un rebondissement, de nouvelles pistes. Les nombreuses questions laissées sans réponse font qu'il est impossible de s'ennuyer. Mon enquête sur la peur, elle, n'est pas un cold case, du moins pas pour l'instant. J'ai terriblement peur de vous ennuyer, chères auditrices et auditeurs. Je suis bien consciente que je parle lentement, parfois sur un ton monotone. Ça peut endormir. Et il faut aussi accepter que différents sujets peuvent en ennuyer certains. Cause I'm ISO deal. Shine on these ice gold grills. Been in that house, yeah, I might go chill. Rather stay in cause I hate them fell. Link with the bros, yeah, I might call Lil. Yo, what's next? Only time gon' tell. Last few years, yeah, been unreal. Whoa, staying to ourselves. Cause it's better what you mean. Yeah, we was quarantined way before quarantine. Trapped inside the basement till the sky started to gleam. Yeah, I'm stepping with the guys, it's gon' boost your self-esteem. L'un des visages de la mort pour Julien Green. L'ennui est défini par le Larousse comme une impression de vide, de lassitude causée par le désœuvrement, par une occupation monotone ou sans intérêt. Le Larousse enfonce le clou et parle de lassitude morale, impression de vide engendrant la mélancolie, produite par le désœuvrement, le manque d'intérêt, la monotonie. L'ennui suppose donc un manque. Manque d'intérêt, on l'a dit, manque de mouvement, manque d'intensité, manque de vie. Pour Victor Hugo, le plus grand ennui, c'est d'exister sans vivre. Manque aussi de quelqu'un qui a laissé un vide et dont on s'ennuie. La notion de perte n'est donc pas loin. Voilà peut-être ce qui fait si peur. L'ennui, c'est le néant. La menace d'un vide qui nous donne le vertige. Un dicton dit que la peur et l'ennui en tuent plus que la maladie. Mais qu'est-ce qui fait si peur dans l'ennui ? Il y a d'abord le sentiment de perdre un temps qui pourrait être utilisé à quelque chose de plus profitable pour nous. Dans notre monde de la vitesse, on vit avec le stress que le temps nous est compté. Cette croyance que le temps c'est de l'argent fait de nous des machines à produire. Alors, l'idée de s'ennuyer, perçue comme une perte de temps, nous est finalement intolérable. On a aussi peur de l'ennui, je pense, car ce sentiment est rattaché à celui d'être insuffisamment valorisé. Car si on s'ennuie, quelque part c'est que la société n'a pas su reconnaître ce pourquoi on serait vraiment utile, n'a pas su voir notre potentiel, et ne nous a pas mis à notre place. L'ennui serait alors une conséquence de cette erreur d'appréciation sociale. Enfin, l'ennui fait peur car il est associé à la solitude dans ce qu'elle a de plus triste. On a beau être entouré, on peut tout à fait s'ennuyer à un dîner, dans une soirée, et on se sent bien seul face à son ennui. Et l'ennui nous met face à nous-mêmes. Fernando Pessoa écrit que l'homme en proie à l'ennui se sent prisonnier d'une vaine liberté dans une cellule infinie. On parle d'ailleurs de distraction, de divertissement, pour désigner ces activités censées nous permettre d'échapper à l'ennui, alors que c'est surtout l'inconfort de se retrouver seul avec nous-mêmes que l'on fuit. Le thérapeute Rudolf Oppenheimer le résume ainsi. Parfois, la peur de s'ennuyer n'est que la crainte d'un rendez-vous avec vous-même. Voilà pourquoi le vide est si anxiogène. Ce vide, on va essayer de le combler par une occupation qui peut parfois aller jusqu'à l'addiction. Tabac, alcool, réseaux sociaux, sexe, sport,
Autre activité à risque, travail, par des suppositions aussi, face à l'absence de réponse à nos questionnements. À l'époque de la consommation effrénée et d'une rude concurrence entre les produits qui nous rend exigeants et impatients, l'ennui est un tabou. On le redoute, on l'ignore, on le chasse. À l'ère des écrans, on est sursollicité. Alors il serait impossible de s'ennuyer. Mais c'est tellement illusoire. Jouer, ce n'est pas que consommer. Jouer, c'est renouer avec l'enfant que l'on a été, que l'on est encore. Jouer, c'est vivre. Et c'est parce qu'à un moment donné on s'ennuie que l'on a l'idée d'inventer un nouveau jeu. L'ennui serait donc un passage nécessaire sur le chemin d'une vie plus épanouie. Encore faut-il s'en rendre compte, et alors cesser d'en avoir peur. Pour ma part, j'y travaille. Ça y est, je vous ennuie à ramener toujours ces mêmes sujets sur la table ? Tant pis, j'ai pris le risque. Et si ça se trouve, alors que vous vous ennuyez en m'écoutant, une idée surgit de nulle part va s'inviter dans votre esprit. Un souvenir, une pensée, une inspiration peut-être. Si ça arrive, j'espère que vous m'en remercierez. I be isolated, only real ones with me. That's just how I did. No, you cannot get in. There's a reservation, I set it for the team. RSVP, I be isolated, we done elevated. Where we supposed to be. My current situation ain't my final destination. That's just how I see it. L'ennui de l'huître produit les perles, écrit José Bergamin. Après la pieuvre, c'est un autre mollusque que je tente de réhabiliter et pas seulement dans vos assiettes. Une autre créature mal jugée, que l'on considère dénuée d'intelligence et inactive. Je me suis beaucoup ennuyée dans ma vie, en particulier dans des tâches ou situations répétitives, intellectuellement peu stimulantes ou n'ayant pas de sens pour moi. Pour autant, je ne crois pas en avoir perdu du QI. Ce serait même plutôt l'inverse. C'est bien parce que je m'ennuyais à bien des égards dans ma vie que ce podcast est né. Comme la peur, comme la colère, l'ennui signale que quelque chose ne va pas ou ne va pas complètement. Mais ce n'est pas sa seule vertu. Pour Miguel de Unamuno, c'est l'ennui qui a inventé les jeux, les distractions, les romans et l'amour. En d'autres termes, l'ennui suscite la création. Il est donc fondamental. Enfant, on trouve de nouvelles façons de s'amuser quand on s'ennuie. Eh bien, adulte, c'est un peu pareil, sauf qu'on a oublié que la vie est un jeu. On cherche à fuir ou à éviter l'ennui, alors que de celui-ci nous tirons précisément ce qui nous permet de survivre. On retrouve la même absurdité, par exemple, quand on oppose travail et distraction. Comme si la distraction ne supposait aucun travail, et comme si le travail ne pouvait pas, dans certains cas, offrir une distraction. 21 août. Merci de l'intérêt que vous portez à Tatiana. Je suis sa maman. Voilà, c'est réel. 5 minutes à peine après avoir envoyé mon message à cette page de soutien sur les réseaux sociaux. Non seulement la réponse ne s'est pas fait attendre, mais j'ai eu la surprise de recevoir ces mots en personne de la maman de Tatiana, cette jeune fille de 17 ans disparue en 1995. C'est donc réel. Peur et poids de la responsabilité. Ce n'est pas un jeu. Il ne s'agit pas simplement de jouer les enquêtrices novices, d'exprimer solidarité et empathie. Il s'agit de ne pas blesser des gens qui n'ont jamais vraiment pu faire leur deuil. De ne pas créer chez eux d'attente. J'ai peur. Je suis excitée. Émue. J'ai mis des mois à me décider. Cette affaire me touche pour des raisons que j'ai encore bien du mal à expliquer. Je me revois adolescente et m'identifie à Tatiana. Sa maman pourrait être la mienne. Je sens que ça pourrait virer à l'obsession. J'ai envie de mieux connaître Tatiana, de savoir qui elle était, de parler d'elle non pas comme la victime d'un crime que l'on imagine atroce, mais comme la jeune fille ordinaire qu'elle a été. J'aimerais entrer dans son intimité, comprendre ce qui a bien pu faire basculer son destin, faire le portrait de cette grande sœur que je n'ai jamais eue. Responsabilité, trouver les bons mots, la bonne approche, avec délicatesse, pudeur, discrétion,
En vérité, la situation étant inédite et ma légitimité en doute, j'ignore totalement comment m'y préparer. Et j'étais très loin d'imaginer que la maman de Tatiana serait à nouveau frappée par une terrible tragédie. J'en éprouve un profond sentiment d'injustice. Et c'est pour cette raison que je dédie cet épisode à son courage, ainsi qu'aux étoiles qui, je veux le croire, lui envoient de l'amour de là où elle se trouve. Dans le prochain épisode, j'aborderai avec mon invité un tout autre type de deuil, mais aussi, et surtout, les fruits qui peuvent en résulter. Car nous autres humains anti-héroïques ne cessons, tout comme l'huître, d'accoucher des perles de nos souffrances, de nos ennuis et de nos peurs. Merci pour votre écoute, et à très vite dans Anti-Héroïne.